Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Parcours d'OBM, la série d'épisodes où j'interviewe des membres de projet OBM. Je reviens sur leur parcours, sur leur victoire, mais aussi leur challenge avec beaucoup de transparence et d'authenticité. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Alexia. Je dirais que la particularité du parcours d'Alexia, c'est qu'elle a débuté comme étant assistante virtuelle et peut-être même que je me trompe en disant ça parce que je sais qu'elle a mis du temps à trouver sa place sur le marché. Mais elle a persévéré et aujourd'hui, elle a atteint certains résultats. Restez bien avec nous pour les entendre. Et l'idée, c'est de revenir avec elle sur son parcours, ce qui l'a aidé à atteindre ses objectifs aujourd'hui, quelles ont été ses difficultés, comment elle les a surmontées. Et comme d'habitude, j'espère que c'est un épisode qui vous inspirera et vous donnera peut-être l'impression et la sensation d'être beaucoup moins seul. Alors, Alexia, tout de suite, je te passe la parole pour te présenter aux auditeurs, auditrices du... Eh ben, on a un petit visiteur. Je te laisse te présenter aux auditrices, parce qu'elles sont principalement des femmes, du podcast. Déjà, merci beaucoup, Marielle, de m'avoir invitée dans ton podcast. Du coup, moi, c'est Alexia. Je vis en région parisienne et actuellement, du coup, je suis OBM pour les infopreneuses et je suis spécialisée en structuration, en technique et en automatisation. Merci pour cette présentation. Et justement, ce que j'aime bien, c'est que tu t'es pas toujours présenté comme ça. Aujourd'hui, en 2026, on tourne cet épisode de podcast et tu es capable de dire ce que tu fais, tu es capable de dire quelle est ta cible, tu es capable de dire les trois pôles où tu interviens, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, j'aimerais que tu nous racontes tes débuts il y a 5 ans. Comment tu as commencé, comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et très souvent, en plus, ce qui est intéressant, c'est que je découvre parfois ce que vous faisiez avant. Donc, qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer à ton compte et avant d'accompagner les entrepreneurs dans leur entreprise? Du coup, moi, j'ai fait un master en littérature et en spécialité de l'écrit. C'était vraiment apprendre à écrire pour les métiers de la com, de l'édition, du marketing, du journalisme, tout ça. Et moi, je me suis plutôt spécialisée dans la communication. J'étais assistante de communication. Sauf que après mon master, ça a été très très compliqué de trouver du travail. Et au final, j'ai trouvé un travail en tant que rédactrice technique. Ce qui n'a un peu rien à voir, mais du coup, je faisais des manuels au début pour la SNCF et après pour des boîtes de logiciels informatiques. Et petit à petit, j'ai été amenée à être chef de projet. Donc moi, j'étais dans une boîte de consulting et du coup, on avait plusieurs clients. Moi, j'étais chez un client en particulier et petit à petit, j'ai commencé à aider à faire des audits pour les nouveaux clients, à manager une équipe et tout ça. Ça m'a un peu embêtée de faire ce travail-là. J'ai pas D'accord. trop aimé le côté entreprise et surtout le côté conseil. En fait, moi, j'aime beaucoup être impliquée à fond dans une entreprise. Et dans le conseil, j'étais entre mon entreprise de conseil et entre les clients. Et du coup, j'aimais pas avoir ce double côté. Et je me suis dit, bah, quitte à avoir des clients, autant que je les ai moi en direct. Sauf que le monde de l'entrepreneuriat me faisait un peu peur. Je savais pas trop ce que je pouvais proposer. Et du coup, je me suis lancée en rédaction web. Parce qu'avec mon master, c'est ce que je savais faire. Je me suis formée sur le SEO un peu plus et je me suis lancée en rédaction web SEO. J'ai fait ça pendant un peu plus d'un an. Mais en fait, ça m'a vite ennuyée parce que moi, j'aime toucher à tout. Et j'aime faire plein de choses différentes. Et faire que de la rédaction web, en fait, ça me suffisait pas, ça me comblait pas. Plus, honnêtement, c'est un peu plus dur de faire de l'argent dans la rédaction web. Il y en a qui arrivent, mais il D'accord. faut quand même vraiment, vraiment s'accrocher. Et moi, j'ai un peu cette ambition de gagner assez d'argent pour bien vivre. Et du coup, je sais pas, petit à petit, je me suis créé mon propre métier. J'ai trouvé des clients qui m'ont fait confiance. J'ai proposé des choses. Je savais même pas comment m'appeler parce que je sentais que j'étais pas assistante parce que je faisais de la stratégie et je faisais des choses, mais j'avais même pas de titre. En fait, je me disais bras droit. Mais bras droit de quoi? Personne sait vraiment au final. Ton parcours, il est très intéressant parce que je pense que ce que tu racontes fera écho. Aujourd'hui, ça te semble brouillon, mais je pense qu'il y a pas mal de membres que j'accompagne qui ont commencé comme toi. C'est-à-dire qu'elles avaient juste des envies, mais pas d'étiquette, entre guillemets, sous laquelle se ranger. Et ce que j'aime dans ton parcours, c'est que ça ne t'a pas empêché de démarrer. Et déjà, à ce niveau-là, j'ai envie de rebondir là-dessus et te féliciter. Bravo à toi de t'être lancé, de ne pas avoir cherché, tu sais, à tout prix une case où te ranger et t'être bloqué, peut-être d'avancer, de saisir des opportunités tant que tu n'y arrivais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui a envie de proposer plein de choses et qui ne se retrouve dans rien de ce qui est proposé aujourd'hui. Vous pouvez effectivement vous lancer. Mais j'ai envie de revenir juste dans ce qui te motivait à Mm. être à ton compte. Est-ce que c'était juste cette envie de se dire, ben,
vu que là, il y a un intermédiaire, autant supprimer l'intermédiaire où il y avait quand même autre chose. J'aime beaucoup parce que je trouve que le poids de l'entrepreneuriat, c'est quand même un poids lourd. On en parlera plus tard dans notre interview. Je connais un peu ton parcours. C'est pas quelque chose de simple. Tu parles un peu de la difficulté de vivre son activité en tant qu'experte SEO. Donc, qu'est-ce qui a fait que, en 5 ans, tu as quand même affronté des difficultés? Qu'est-ce qui t'a permis de tenir au-delà du fait de, ben, autant avoir des clients en direct? Je suis sûre qu'il y a peut-être plus. Euh, mais en fait, j'ai dans un coin de ma tête toujours voulu être entrepreneur. Je sais pas trop pourquoi, mais je trouvais ça cool. J'ai toujours vu des freelances. Pourtant, non, je suis pas d'une famille d'entrepreneurs, donc il y a rien. Il y a juste mon frère qui avait monté son entreprise, sa start-up, et qui lui après était freelance. Donc ça m'a donné envie quand je le voyais faire ça. Mais vraiment, j'avais une bucket list. Il y a quoi, 10 ans déjà, et j'avais mis monter mon entreprise. Et je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'attirait. C'est un peu la liberté, entre guillemets, de l'entrepreneuriat qui me faisait rêver. Donc en fait, dans ton cas de figure, c'est hyper intéressant. Tu ne fais pas partie de la catégorie de personnes qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat parce qu'ils étaient vraiment dégoûtés par le salariat, une vraie amertume. Finalement, tu t'es lancé parce que c'était une envie et c'était limite dans ton vision board d'être à ton compte. Oui, il y a eu cette envie et il y a eu aussi le fait que le salariat m'a dégoûtée à la fin. Et du coup, ça m'a amené vers cette envie encore plus. Alors, je me Euh, disais, enfin, je vais avoir l'épisode de podcast où le salariat, ça va. Quoique pour le parcours de Marion, elle explique qu'elle était quand même bien et qu'elle était en quête de sens, mais quand même, ça pèse dans la balance sur le fait que tu ne t'y retrouvais plus. Ouais, en fait, j'ai plutôt un caractère à travailler seul. J'aime pas trop le côté équipe, j'aime pas trop travailler dans un open space. Ça me stresse beaucoup. Dès que quelqu'un marche, je le regarde et du coup, je suis déconcentrée tout le temps. Donc en fait, c'était soit trouver du salariat où vraiment j'ai mon bureau et je suis tranquille, ce qui est pas très souvent. J'ai eu des expériences comme ça où franchement ça allait mieux, mais le côté open space, grande équipe, j'avais l'impression aussi de passer mon temps à faire des PowerPoint et pas à travailler sur des vraies choses. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises où on est bloqué dans des process, dans des PowerPoint, de faire ce genre de choses. Et je me disais, en étant à mon compte, je vais sortir de là aussi. Et vraiment faire des tâches, faire des choses, travailler sur des vraies choses et pas perdre mon temps à faire des réunions et à faire des PowerPoints. Ok, merci d'avoir clarifié ça. Je trouve que c'est important dans un parcours d'expliquer le pourquoi. Pourquoi t'en es arrivé à justement à être capable aujourd'hui d'affronter ben, cette aventure entrepreneuriale et d'y rester aussi. Alors, tu expliques que tu t'es lancé au départ dans le SEO, mais qu'au final, ça t'étriquait un peu trop et que tu as commencé à proposer tout type de prestations avec l'étiquette bras droit un peu fourre-tout. Donc, tu es dans une phase de flou. Comment tu trouves tes premiers clients à cette époque? J'ai eu beaucoup de contacts, amis d'amis, famille, ce genre de choses qui me prenaient pour des petites missions. Vraiment, j'ai fait des missions de stratégie d'ouverture d'entreprise. Je leur ai montré comment faire de la stratégie marketing pour se montrer, comment faire leur site. Je leur ai expliqué un peu tout ça. Après, j'ai trouvé une cliente, vraiment, je l'ai juste prospectée sur Instagram en disant, j'ai vu que tu avais des problèmes. Est-ce que tu as besoin d'aide? Et du coup, petit à petit, on a créé aussi mon rôle avec elle sur mesure. Ça a été pendant un peu plus d'un an ma plus grosse cliente. Et après, bah, je sais pas, je sais vraiment pas trop comment j'en suis arrivée là. J'ai juste commencé à faire, à proposer des choses. J'ai rencontré des entrepreneurs aussi. J'étais dans des groupes d'entrepreneurs. J'ai rencontré pas mal de monde sur Paris à faire des after-work, tout ça. Et ça a amené que voilà, j'ai rencontré du monde qui m'a fait rencontrer du monde, qui a parlé de moi. Et ça s'est fait un peu tout seul. Et petit à petit, je me suis dit, il faut quand même que je structure parce que du coup, j'étais bras droit. J'avais déjà commencé à me spécialiser dans l'infoprenariat. Du coup, je travaillais beaucoup sur les tunnels de vente, je faisais les pages de capture, je faisais déjà beaucoup de techniques aussi. Je faisais les sites web, j'ai commencé à faire des automatisations. En fait, j'ai commencé à toucher à tout et à faire toutes les tâches de structuration et opérationnelle que mes clients voulaient plus faire, leur prenait trop de temps, savaient pas faire aussi beaucoup. Et petit à petit, j'ai vu que toutes les entreprises, elles étaient désorganisées. Et moi, j'ai commencé à organiser le tout. Et voilà, et D'accord. je me suis formée sur le tas. Et j'ai fait le lien en fait avec quand j'étais chef de projet. Tout est un peu lié. En rédaction technique, je rédigeais des process. Donc là, je rédigeais des process aussi et j'ai commencé à relier tout ce que je savais faire, tout ce que j'aimais faire. Et voilà. Donc là, on est allé un peu vite, mais ce que tu constates, c'est que
Tu interviens au niveau de la structuration, d'abord dans une partie technique, mais après, quand tu lèves un peu le nez, tu te rends compte que plus globalement, il y a des problèmes d'organisation, donc tu commences à créer des process, tu commences à faire de la chefferie de projet, de la coordination, et donc progressivement, tu tends vers un rôle d'OBM que tu appelles toujours à l'époque bras droit, mais tu commences à relier les points. À partir de quel moment les points ont vraiment été reliés, tu vois? À quel moment tu t'es dit, mais en fait, ce que je fais, c'est ça, ce vers quoi je veux aller, c'est vraiment ce métier-là. Je pense que ça fait à peu près 2 ans que je remarque que ce que je fais, c'est être OBM. Parce qu'en fait, déjà avant, du coup, moi j'ai commencé à faire ça il y a 3 ans et demi, 4 ans. Et il n'y avait pas trop d'OBM. Il y en avait deux, littéralement, sur Instagram qui s'appelaient comme Alors, ça en France à l'époque. Alexia, tu étais OBM avant moi-même, parce que moi, j'ai découvert le métier quand? 2021, mais je le pratiquais pas, tu vois. Toi, t'étais une OBM cachée, infiltrée, qui ne se connaissait pas. Donc oui, et je me rappelle en 2021, sur le marché, quand j'en parlais, c'était tout Mhm. nouveau, il n'y avait pas grand monde, quoi. Oui, je te suivais avant que tu sois OBM proclamé au truc. Du coup, j'ai vu tout ça et j'ai vu plein de gens devenir OBM. J'ai vu les formations d'OBM et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que je fais. Et au début, je voulais pas mettre ce titre parce que je sais pas, ça commençait à devenir à la mode d'être OBM presque et j'avais pas envie d'être affiliée à cette mode-là. Du coup, j'ai mis beaucoup de temps à être sûre que je voulais être OBM et finalement, c'est bah, depuis que j'ai rejoint la formation vraiment en juin dernier que Mhm. vraiment j'ai changé partout mon titre et que je me dis OBM parce qu'en fait, j'ai compris grâce à toi ce que c'était que ce métier, que c'était un vrai métier avec des vraies compétences et qu'en fait, ces compétences, je les avais. Bon, Mm. pas toutes, parce qu'il y a tellement de compétences qu'on peut pas toutes les avoir, mais que j'en avais une bonne partie et que je devais pas avoir honte de m'appeler OBM. Alors moi j'encourage d'ailleurs l'appellation OBM. C'est quand même le terme qui regroupe l'aspect à la fois effectivement bras droit, l'aspect où on travaille dans le digital, etc. On retient que c'est de la gestion d'entreprise en ligne, donc c'est pour ça que je le garde. Mais en réalité, je le répète, j'ai fait des missions en tant que directrice des opérations, des missions en tant que chef de projet, des missions en tant que digital business manager, des missions entre responsable ops, chef ops. En fait, les titres changent Mhm. énormément. Dans ton cas de figure, l'intérêt de t'appeler OBM, c'est que dans le milieu infopreneurial, c'est vraiment le titre parfait pour attirer tes clients parce qu'aujourd'hui, ça s'est démocratisé. On sait que l'OBM, quand il vient des États-Unis, il est vraiment créé pour les infopreneurs et les coachs. Donc toi, en plus, tu as un avantage à t'appeler OBM et ça reste hyper pertinent dans ton cas de figure, ce qui est top. Donc tu découvres le métier d'OBM, j'en parle effectivement. Donc toi, tu étais déjà lancé, donc tu gardes tes clients. Je me rappelle, quand on s'est rencontrés, ta problématique, donc toi, tu avais déjà quelques clients, des clients récurrents. Est-ce qu'on peut revenir sur ce que tu ressentais avant de rejoindre Projet OBM? Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas? Parce qu'on pourrait se dire que, voilà, tu as eu tes premiers clients, tu vivais déjà un peu de ton activité avant de rejoindre Projet OBM, tu as réussi à clarifier, tu avais un peu de compétences, tu pourrais très bien te passer d'une formation. Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, ben, j'ai envie d'aller chercher plus? Et être accompagnée aussi pour développer mon activité et améliorer peut-être ma posture d'OBM. Alors, je pense qu'il y a trois choses qui m'ont fait rejoindre Projet OBM. Premier point, c'est ma tarification. Je sentais que j'étais pas assez payée pour ce que je faisais et la valeur que j'ajoutais dans les entreprises que j'accompagnais. Et je voyais surtout les autres OBM, parfois plus débutantes que moi, se faire payer bien plus. Du coup, je me suis dit qu'il y avait un problème dans ma tarification et en même temps, il y avait aussi un gros problème mental parce que dans ma tête, à ce moment-là, c'était vraiment hyper dur de me dire que quelqu'un allait me payer plus de 2 000 euros. Je trouvais ça fou. Bon, maintenant, j'ai travaillé là-dessus. Marielle, tu m'as pas mal aidé. Tu m'as un peu botté les fesses. Bon, maintenant, voilà. Si vous voulez me payer 3 000, 5 000 euros, il n'y a pas de Je problème. Je suis prends, prête à l'entendre. Payez-moi, payez-la 7 000 € par mois, 2 000 € la journée, c'est ce qu'elle vaut. Non, mais complètement. Et d'ailleurs, je pense que c'est la problématique principale qui est traitée pour toutes celles qui ont ton profil, qui rejoignent Projet OBM alors qu'elles ont déjà des missions. Très souvent, c'est qu'elles me disent je suis OBM et tout, et après, quand on creuse, elles sont bah, pas bien rémunérées. Ou alors, il y a un sujet de posture. Donc, le premier était financier. Tu en as annoncé trois. Quel était le deuxième? La deuxième, c'était le côté communauté.
et mentor, ça va ensemble, mais ne plus être seule dans ce métier, en fait, travailler avec mes pairs, parler avec mes pairs, c'est trop bien. Et vraiment, là, j'ai fait les coworking avec les filles, je suis même allée à la Felicita avec Romy, qui est aussi dans la Ah, je formation. savais pas que vous On l'aviez s'est fait. J'étais en vus. train de me demander si vous l'aviez fait. Si, si, on l'a fait. Et du coup, après, bah voilà, c'est trop bien de voir des gens qui ont les mêmes problématiques que nous. Moi, j'ai eu des cas clients où j'avais des doutes, donc je leur en ai parlé, ils m'ont aidé et inversement. Et du coup, pour moi, c'est un vrai gros point. Même si la formation en elle-même et ton accompagnement, Marielle, c'est top. Avoir d'autres personnes, plus on est, mieux c'est, en fait, je trouve. Donc, il y avait ça, ne plus être seul dans ce métier et l'entrepreneuriat en général aussi. J'aime bien rencontrer du monde et faire des choses. D'accord. Troisième motivation. La troisième motivation, c'est bah, du coup un peu plus la posture. Parce que justement, j'osais pas trop me dire OBM. Parce que moi, j'avais ce côté où j'aime faire de l'opérationnel et de la technique. Et je savais pas comment allier les deux. Et comment montrer vraiment cette posture de je suis vraiment là pour aider à structurer, aider à automatiser, aider à créer des process. Moi, j'ai même rajouté des choses, hein. Depuis maintenant, je fais pas mal de management alors que je pensais pas du tout vouloir en faire. Oui. Mais, mais du coup, voilà, c'est un peu cette posture. J'étais perdue dans ce que je proposais, comment les aligner les uns avec les autres. Et j'avais pas confiance en mes compétences. En fait, je le faisais, mais comme j'ai appris sur le tas, j'avais besoin qu'on valide mes compétences un peu. Hmm. Très souvent, c'est ce qui se passe. Et malheureusement, aujourd'hui, j'arrête pas de le dire, il n'y a aucune formation obligatoire pour devenir Online Best Manager. Si on vous dit que vous devez avoir un diplôme, ben, je sais pas qui vous dit ça, mais c'est pas forcément vrai. Au lieu de dire que c'est faux, je dis c'est pas forcément vrai, je reste là-dessus. Mais derrière, lorsqu'on s'est fait un peu soi-même, malheureusement, ben, on a du mal à valoriser ses compétences. On a beau voir les résultats, on a beau faire, ben, ce que je constate, c'est que ben, les femmes qui sont capables de faire des choses, bien sûr que vous améliorez votre posture, vous allez plus loin dans les compétences, mais déjà avec ce que vous proposiez avant à vos clients, vous pourriez déjà facturer plus, mais ça jouait beaucoup parce qu'en fait, vous aviez sûrement ce sentiment, est-ce que j'ai vraiment bien appris? Est-ce que c'est vraiment bien ce que je propose? Parce que ça n'était pas, entre guillemets, attesté d'une formation. Et c'est sûrement ce qui m'a permis aussi, moi, de me lancer plus rapidement parce que, bah, comme mon diplôme académique était pour le coup vraiment très lié à ça, que pendant des années j'ai fait de la coordination, du management, etc., et que j'avais moi-même mon business en ligne, j'avoue que j'avais quand même ce boost de légitimité qui m'a donné envie de me lancer, mais je sais que si je n'avais pas ça, connaissant les profils qui sont OBM, j'aurais été comme vous et j'aurais eu du mal. Donc ce type de formation sert effectivement à venir professionnaliser entre guillemets les compétences. Quand je parle de professionnaliser les compétences, c'est le fait de se dire, OK, en fait ce que je fais, ça a une valeur particulière, je peux le faire encore mieux de cette façon-là. Et parce qu'en plus j'ai investi pour apprendre à le faire mieux et servir mes clients, ben en fait, je dois aussi mettre plus de valeur monétaire sur tout ça. C'était ça ta réflexion du coup. Oui, c'était vraiment ça. Et moi, je pars du principe que je peux toujours apprendre. J'adore apprendre. Rejoindre Projet OBM, ça avait du sens aussi pour perfectionner ce que je connais, apprendre d'autres choses et être sûre de moi, prendre confiance en moi aussi. Ouais. Alors je me rappelle que tu as de toi lors des lives et lors des échanges avec toi, tu as pu atteindre certains de tes objectifs assez rapidement, même si tu expliques en fait les résultats que tu as eu au sein de projet OBM. Moi, je ne peux pas m'approprier votre travail. Tu as eu ton parcours, tu as semé tes actions, vous avez tellement de choses à faire de votre côté. Je regardais une vidéo tout à l'heure et c'est vraiment ça, je pense qu'on a en tant que formateur et mentor. En fait, on vous donne les armes, mais derrière, sur le terrain, c'est vous qui combattez. C'est toi qui te confrontes à tes clients, c'est toi qui fais ta proposition commerciale, c'est toi qui fais les appels. Donc, l'idée n'est pas de m'approprier justement tout ce que tu as fait. En rejoignant Projet OBM, je sais que tu as augmenté ta tarification à plusieurs niveaux, que tu as même augmenté aussi ton chiffre d'affaires récurrent. J'aimerais que tu parles de l'avant-après. Avant Projet OBM,
comment tu fonctionnais. Tu peux donner peut-être un ordre d'idée de ce que tu générais et du temps que ça te prenait. Et ensuite, dans un second temps, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce que tu as rectifié pour aujourd'hui finalement générer plus de revenus en travaillant beaucoup moins qu'auparavant et pas dans une vision parce que tu as fait la semaine de 4 heures et que tu te tournes les pouces, mais parce que tu as réussi finalement à mieux valoriser tes compétences. Du coup, avant projet OBM, donc j'avais déjà bien augmenté mes tarifs malgré tout, même si c'était pas encore ça. Mais je proposais à peu près des missions récurrentes à 1200 par mois environ, où là je travaillais 1 à 2 jours par semaine. Ça dépendait des charges de travail. Et moi, je faisais des forfaits, ou même quand je suis en vacances, je suis payée. C'est un forfait mensuel sur l'année, parce que j'aime pas compter mes heures. Et voilà, je sais à peu près gérer mon temps de travail pour que ça corresponde un peu à ce qu'il faut que je fasse. Et en fait, le problème de ça, c'est que 1 200 euros, il faut prendre pas mal de clients pour vraiment commencer à faire un chiffre d'affaires intéressant. Et ma charge mentale, à un moment, elle peut pas prendre trop de clients, surtout sur des missions d'OBM où moi, je rentre vraiment dans une entreprise et j'essaye de l'apprendre par cœur, je connais tout. Du coup, avant projet OBM, j'essayais d'avoir 2 ou 3 clients en OBM et j'avais d'autres offres un peu plus petites. Mais du coup, il y a eu un moment où je suis montée à 7 8 clients en même temps. Il y en avait 2 ou 3 en OBM et les autres, c'était sur des missions stratégiques, mais où il y avait quand même mon cerveau qui connaissait le projet. C'était plus sur un projet en particulier. Et en fait, là, je me suis dit, je ne fais pas mon travail aussi bien que je devrais le faire parce que j'ai plus de capacité mentale pour gérer autant de Mm. projets. Mon cerveau, il confondait des choses, j'avais beau prendre des notes et tout. C'était hyper dur et je sentais que je faisais pas aussi bien que j'étais capable de le faire et j'étais pas fière de moi à 100%. Bon, après, c'était trop bien parce qu'il y a des gens qui venaient vers moi, donc j'avais des clients, je vendais des offres, mais pas à un prix qui me permettait de pas avoir peu de clients, on va dire. Oui. Et au final, il y avait, en termes de rentabilité, je ne sais pas si tu t'y retrouvais vraiment. Peut-être que oui, parce que dans ce type de prestation, comme on vend pas mal de capacités intellectuelles et de temps, mais j'imagine qu'en taux horaire, si tu revenais là-dessus, on était bien loin de même 50 euros de l'heure, non? Ouais, je pense, j'ai jamais trop calculé ma rentabilité, mais en lycée sur l'année, j'étais à 3 000 € de chiffre d'affaires. Mhm. Mais en fait, je travaillais, je sais pas, 50 heures par semaine. Donc, Ouais. on pourrait Donc, faire les calculs, mais oui, je travaillais le soir, je travaillais le week-end, j'arrivais même pas à prendre de vacances. alors on va faire le calcul quand même, c'est intéressant. Ouais. 3000, bon, on sait qu'on est à la louche, divisé par 50, ça fait 15 euros Ouais, non, mais c'est de l'heure. sûr que en termes de Donc, rentabilité, il y avait un gros, gros problème. et ça m'amène à faire une petite parenthèse. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur le forfait versus la tarification à l'heure. Et tu vois, là, t'es le cas de figure typique où en fait j'ai tendance à certaines OBM qui débutent leur recommander quand je vois qu'elles n'ont pas d'assurance, qu'elles savent pas comment gérer leur temps, etc., facturer, de partir pour des collaborations long terme au début pour tester la chose sur un forfait horaire. Parce que, en fait, ça permettait de limiter le temps et en fait, elles étaient sûres d'être, entre guillemets, rentables. Parce que je remarque que certaines, malheureusement, n'ont pas les clés au départ pour jauger leur rentabilité. Donc, le fait de mettre un truc horaire, ça les aidait. Donc là, tu vois, sur le papier, ça peut être beau. Le nombre de fois où je vois des freelances faire des vidéos comme ça, trop bien. J'ai vendu un forfait à 1200 euros récurrent. Sur le papier, tu te dis, c'est trop bien. J'ai 1200 euros récurrents, mais quand tu te poses pour aller chercher la rentabilité, tu te rends compte qu'au final, ces 1200 euros ne sont pas bien valorisés parce que ben elles oublient de revenir aussi au rapport horaire. On veut se détacher du rapport horaire lorsqu'on est freelance, mais dans l'équation et dans Projet OBM, dans tous les calculs que je vous inviterai à faire pour vos tarifs, revenez et considérez quand même toujours un tarif horaire minimum sur lequel vous ne devez jamais lésiner pour vous assurer en fait d'être dans votre seuil de rentabilité. Mm. C'était la petite parenthèse financière, mais du coup, on se rend compte que 3000 euros par mois, je sais que pour beaucoup de freelances, c'est déjà un bel objectif atteint. Mais dans ton cas, à quel prix? 50 heures, beaucoup de travail, beaucoup de clients, une charge mentale énorme et finalement une perte de qualité, même si je suis sûre que tu faisais très bien ton travail, mais tu sentais que tu n'étais pas pleinement, j'imagine, dans certaines missions. Ouais, c'est Et ça. qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui pour sortir de tout ça? Donc, on a déjà parlé du fait d'augmenter. Donc, tu es passé de 1200 à
un forfait, bah, je te passe la parole Oui. pour expliquer ce qui a changé. Du coup, j'ai pas un forfait fixe maintenant. Ça dépend de ce que le client veut et Oui. de la mission qu'il y a. Mais je dirais que je refuse à moins de 1 600 € une mission. Et 1 600 € maintenant, c'est pour un jour par semaine de travail et c'est tout, quoi. Du coup, déjà, ça, j'ai fait ça. Ça, j'ai réussi à le vendre hein, depuis trouver une cliente sur cette offre à 1 600 €. Et j'avais déjà une cliente existante où on a presque doublé mon tarif. Du coup, c'était un forfait déjà récurrent tous les mois. Et on a presque doublé mon tarif. Et c'est elle-même qui est venue me voir en septembre, où moi-même, j'étais en train de travailler sur mes tarifs. Et elle m'a dit qu'elle sentait qu'elle me payait pas assez pour tout ce que je faisais. Waouh. Euh, et qu'en plus, elle aurait besoin de moi encore potentiellement un peu plus présente et plus investie. Donc voilà. J'ai aussi revu ce forfait avec elle et j'ai surtout réduit mon nombre de clients. Du coup, j'ai fini toutes j'appelle ça mes petites missions qui me restaient. Donc ça, j'ai fini tout ça en janvier de cette année. Donc ça m'a quand même pris 6 mois hein, pour arrêter toutes les petites missions, mettre de côté parce que j'avais des petites choses récurrentes qui venaient souvent. Donc là, je me suis dit, on arrête tout ça et je me focus sur des missions long terme et je prends 2 ou 3 personnes en long terme, c'est tout, quoi. Aujourd'hui, tu as un business model qui ressemble plus à ce à quoi tu aspires. Voilà. Et surtout, si tu veux des chiffres, aujourd'hui, du coup, je dépassais les 4 000 € de chiffre d'affaires pour 3 jours de travail client maximum par semaine. Franchement, c'est une sacrée évolution, en sachant que je pense que, honnêtement, bon, attends, je vais pas te challenger, hein, c'est déjà très très bien. C'est déjà très 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 bien comparé à d'où tu viens. Mais il me semble que 3 jours par semaine, quand tu prends tes JM freelance, il se peut Oui, que tu sois encore, tu te rends compte? je sais que c'est toujours pas assez. Après, c'est 3 jours par semaine, mais j'ai les vacances où je prends Voilà. vraiment mes vacances et Dans le tout. Donc, sens où, voilà, on précise que, en fait, toi, en plus, tu fais des forfaits, ou même les jours pas travaillés, enfin, c'est vraiment un forfait mensuel, donc j'aime bien préciser ça, parce que si quelqu'un fait le calcul, il pourrait se dire, mais du coup, en TJM freelance, on s'y retrouve pas, donc c'est bien de préciser ça. Et je veux quand même te féliciter pour ce bon, parce que je trouve que ça reste top. Comme facturation, en tout cas tout ce que tu as fait de nouveau. Et j'espère que ça donne de l'espoir à quelqu'un qui se dit, mais je suis enfermé dans une facturation qui ne me correspond pas. Comme mm, quoi, c'est possible. Et je pense que ce qui a pu aussi, et c'est pour ça que j'insiste sur les premières missions, laissez-vous le temps d'expérimenter et d'avoir des premiers clients. Parce qu'en fait, c'est là aussi où tu gagnes la confiance des personnes. J'ai l'impression que ta cliente, tu vois, elle a été demandeuse que tu augmentes parce qu'en fait, tu as créé une dynamique de confiance. Et lorsqu'on est mm, OBM, on est vraiment au cœur de la boîte d'une personne. Et croyez-moi que la plupart du temps, si votre travail, il est bien, la personne voudra le valoriser. Le nombre de fois où ça m'est arrivé, le nombre de fois où ça arrivera à d'autres OBM. Donc le relationnel, le fait de bien faire ce que vous faites maintenant, même quand vous savez que vous avez mal négocié votre facturation, ce n'est pas de la faute du client. C'est clairement, on peut pas dire au client, ouais, tu me payes moins quand on est freelance. Même quand on est salarié d'ailleurs, normalement, on a la mm, possibilité de valider son salaire. Ça dépend des domaines. Mais du coup, quand on est freelance, quand on a une facturation, les deux sont responsables. Donc c'est pas parce que tu n'es pas assez payé que d'un coup tu dois saboter ta mission. Au contraire, tu n'es pas obligé d'arrêter la mission, mais tu peux très bien la valoriser. J'ouvre encore la parenthèse, mais parfois c'est bien de se positionner comme étant une OBM qui va vraiment chercher la croissance avec son client. Et puis lorsque cette fameuse croissance, elle arrive, saisir l'opportunité de te faire augmenter aussi, parce que c'est bien beau d'augmenter sa facturation, mais si derrière tu vois ton client ben, que sa trésorerie ça va pas, qu'il a du mal, ben en fait tu fais plus équipe avec lui. Donc je voulais rajouter cet aspect-là. Et mm. vraiment bravo, hyper inspirant, tu peux être Merci. hyper fier de toi. Et juste si je peux rajouter quelque chose pour le futur, là, ce que je suis en train de mettre en place avec mes clientes, c'est en plus du fixe, des primes sur des KPI très précis. Du coup, Mm. j'aurai le fixe mensuel, mais après, on aura des primes selon les résultats. Et moi, j'aime bien ce principe parce que je suis là pour améliorer l'entreprise et faire qu'elle aille mieux et qu'elle vende mieux et que les chiffres soient bons, que le management se passe bien, que les équipes soient contentes. Donc voilà, moi, ça fait du sens de mettre des primes sur ça et c'est ce vers quoi je veux aller aussi. J'ai fait un live tout à l'heure avec Damien et je disais qu'aujourd'hui, pour moi, une OBM qui se mouille pas en termes de résultats va perdre pas mal d'opportunités en 2026
parce que je pense qu'on ne peut plus se permettre que ce soit pas forcément de chiffre d'affaires, mais même vers ça, il y a des actions que l'on fait, on peut très bien les valoriser en termes de CA, mais au-delà de ça, je pense que il faut qu'on soit des OBM très axés, résultats concrets dans nos propositions commerciales, lorsqu'on pilote la boîte, parce que aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'il est possible de faire en opérationnel, une OBM qu'on acceptera de payer à un tel montant, bah c'est une OBM dont on pourra dire oui, en fait, elle m'apporte vraiment des résultats concrets. Elle n'est pas juste là pour exister et être mon bras droit. On a des chiffres. Du coup, j'en profite sur ce que tu viens de dire, qui est une très belle perspective aussi d'avenir par rapport au métier. Il y a certaines OBM aussi, celles qui interviennent beaucoup sur les lancements, peuvent aussi parfois avoir un fixe et puis se challenger sur des objectifs variables, même si on sait qu'une OBM n'a pas un poids, c'est pas une chef, une responsable marketing, hein. On va pas se mettre des KPI sur lesquels on n'a pas vraiment la main non plus directement, mais c'est intéressant d'aller plus loin et je trouve que ça vient challenger quelque chose chez nous et nous rendre encore plus acteurs du truc. Et je crois, tu me diras si je me trompe pas, que tu arrives aussi aujourd'hui à te faire ce type de challenge parce que tu as enlevé toutes les missions parasites qui te prenaient du temps et que là, avec tes 3 clients, tu as le luxe de pouvoir explorer plus de choses et te Mm. challenger et d'être plus investi dans tes missions. Oui, c'est exactement ça. On a enlevé la charge mentale de plein de petites missions. Donc là, j'ai 2 clients actuellement. J'hésite à en prendre un troisième. Je me demande si ça va pas faire trop mentalement, même si en soi j'ai le temps. T'es quand même Euh, passé de... T'en avais 8? C'était quoi le pic là que... oui, c'est 8 au maximum. Mais je comprends, je comprends. Bah, franchement, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Tu nous as même parlé de tes perspectives alors que j'allais te poser les questions, donc c'est très bien. Qu'est-ce que tu aurais aimé comprendre plus tôt dans ton parcours? Que mes compétences, elles ont une vraie valeur et que ce que je sais faire, tout le monde ne sait pas le faire. Hmm. Moi, j'étais vraiment persuadée que je faisais des choses que de toute façon les gens savaient faire ou avaient pas envie de faire, mais j'avais pas compris que j'ai une vraie valeur, j'apporte vraiment quelque chose que certaines personnes n'arrivent pas du tout à faire. Ouais, hyper important. On a tendance à minimiser. C'est comme moi, mes compétences d'organisation. Je n'aurais jamais pensé en faire un business quoi à l'époque. Et pourtant, c'est ça qui m'a ouvert la voie à l'entrepreneuriat. Donc en fait, comprendre plutôt que ce que tu fais a de la valeur, que des personnes ont besoin de ça et que tu peux aussi ben, le monétiser et en vivre. J'aurais une deuxième et dernière question à te poser. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une personne qui se sont perdues ou bloquées ou quelqu'un qui stagne? On n'a pas parlé, mais j'ai bien aimé, tu sais, quand tu as célébré ta victoire d'être passé à 4 000 € par mois, tu as dit un truc que je trouvais hyper important, c'est que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je souhaite à tout le monde d'avoir des raccourcis. La preuve, d'une certaine façon, projet OBM, ça a été un raccourci pour toi parce que ça t'a donné la force de poser peut-être des actions, etc. Ça t'a débloqué à certains niveaux. Mais parfois, même avec certaines actions, il y a certaines choses qui prennent du temps. T'en as pas parlé et je veux pas influencer non plus ta dernière Mhm. réponse. Mais qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui est un peu perdu, un peu comme toi, tu vois, là, Alexia, qui vendait plein de trucs, qui avait peur d'assumer ses prix, etc. Qu'est-ce que tu dirais? Quelque chose que je dis souvent aux autres personnes de projet OBM avec qui je parle, que ce soit les débutants, tous celles déjà lancées, même pas que les OBM, dans l'entrepreneuriat en général, c'est qu'il faut quand même prendre son temps. En général, tout se fait pas du jour au lendemain. C'est dur à accepter, surtout que sur les réseaux, on a tendance à faire miroiter les 10 000 €, les 5 000 €. Bah, déjà, rien que les 5 000 € et après les 10 000 €, comme si c'était quelque chose de facile. Mais en fait, la réalité de l'entrepreneuriat, c'est que c'est pas facile. C'est pas facile d'atteindre cet argent-là et c'est pas facile non plus d'être entrepreneur à plein temps. C'est un vrai métier, c'est des vraies compétences, pas que sur le métier qu'on apporte à nos clients, mais aussi sur mentalement être challengé tous les jours, sur douter de soi, douter de sa proposition, douter de l'appel qu'on va faire, de sa communication. C'est plein de petites choses comme ça. Donc il faut être patient. Il faut se lâcher la grappe parfois. Il faut croire en soi et y aller. Et peut-être que vous avez commencé petit. Peut-être que vous n'allez pas faire des tarifs comme ce que tout le monde vous dit de faire au début. Il Mais faut! oui, mais au pire, ça viendra. Ça Mais viendra et il faut prendre confiance en soi aussi petit à petit et y aller petit à petit. Mais pas que petit à petit. Je sais pas comment expliquer, mais bah, ça va se faire progressivement et il faut accepter que ça se fasse progressivement.
Exactement. Et après, on peut compter du coup sur la puissance des effets cumulés. C'est-à-dire Mhm. que on va semer des actions. Au début, ça n'aura pas de sens. Parfois, ça n'aura pas beaucoup de résultats. Et puis, un beau jour, ça, plus ça, plus ça, plus ça commence à prendre forme et le résultat arrive. Très souvent, ce qui se passe, je regarde pas mal de vidéos qui expliquaient que le nombre de fois où en fait il y a des personnes qui n'atteignaient pas leur objectif, tout simplement parce qu'ils n'attendaient pas assez longtemps pour, tu sais, manger du fruit de tout ce qu'ils ont semé. C'est un peu l'image de t'arrives, tu cherches une pépite d'or, t'en as un qui a fait un long chemin et qui a creusé, Mhm. creusé, creusé, et au bout d'un moment il est fatigué et il dit qu'il y va pas, mais en fait dans l'image, on voit que la pépite, elle est juste, mais vraiment à quelques centimètres de là où il arrivait. Alors, je ne dis pas que des fois, ben, il y a des réorientations qui sont nécessaires, que parfois on peut piocher, mais aussi piocher très inefficacement, parce que des fois ça arrive. C'est pour ça qu'il y a des programmes qui existent, c'est pour ça qu'on doit se réajuster. Le but n'est pas d'être aveugle et de persévérer dans de la médiocrité. Mais si aujourd'hui, tu sais que tu fais les choses bien, que tu fais de ton mieux, que ta vision, elle est réelle, que ça te tient vraiment à cœur de rester indépendante, quel que soit le pourquoi, tu vois, parce qu'on a tout un pourquoi qui est différent. Ben, en fait, accroche-toi. Ce n'est pas simple. Et le truc, c'est que moi, j'ai beaucoup de mal, et heureusement, ça ne me dessert pas, mais je te fais pas de marketing de rêve parce que je sais le prix que j'ai payé pour rester entrepreneuse. Je sais ce que c'est et je me refuse à vendre un rêve de facilité à quelqu'un qui m'écoute. Et je pourrais jamais garantir non plus que tu auras tous tes résultats et que ça se passera super bien. Mais je sais que quelqu'un qui vient et qui a conscience des choses, au moins, aura plus de capacité à payer le prix et sera moins frustré de se dire que, ben, en fait, j'ai fait ça, 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 j'ai fait mon premier post LinkedIn, personne n'a liké, et elle va pas se décomposer, quoi. C'est normal, personne ne t'attend. Tu vas devoir te créer ta place. C'est tout à fait normal que à ta première prospection, bah, peut-être que on te lâche un vu. C'est tout à fait normal que ce soit inconfortable lors d'un réseau, bah, de parler de toi, de ce que tu fais. Peut-être que tes premiers appels, les gens vont se dire, mais j'ai pas besoin de tes services. Peut-être qu'ils n'en ont vraiment pas besoin et que c'est à quelqu'un d'autre que tu dois parler. Ça fait partie du jeu et ça ne veut pas dire que tu es au mauvais endroit ou ce que tu fais est mal. C'est juste que l'entrepreneuriat est un processus et très souvent, ce processus commence lentement. Et les résultats que tu vois aujourd'hui, que beaucoup de personnes exposent parfois, ben en fait, ça va être des effets cumulés, ça va être leur chapitre 10, ou alors ça va être 0,00001% des personnes qui sont les plus visibles, tu vois. Mais tous ceux qui essayent encore, tous ceux qui ont essayé pendant longtemps, tu les vois moins, mais ils sont là. Et tu en fais partie. Merci beaucoup Alexia pour ton témoignage, pour tout ce que tu mets en place. Je te souhaite d'aller encore plus loin. Donc ces 4 000 € vont se transformer en 10K parce que tu vas décrocher 40 000 primes, parce que tu vas tout déchirer avec tes KPI. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin avant de nous quitter? Bah déjà, merci beaucoup, Marielle, pour tout ça, pour l'interview, pour tes mots et tes encouragements. Un dernier petit mot, du coup, pour les personnes qui veulent se lancer. C'est allez-y, allez-y à fond, prospectez, faites de la com. Vous n'aurez pas de résultats pendant peut-être 2, 3 mois, mais après, comme dit Marielle, c'est l'effet cumulé et il faut tenir et il faut y aller. Je vois beaucoup de gens abandonner au bout d'1 mois et 5 messages, mais en fait, ça suffit pas. Il en faut plus, hélas. Donc voilà, être conscient de là où on va. L'entrepreneuriat, c'est pas si simple, mais OBM, il y a vraiment de la place pour plein de gens. Il y a plein d'entreprises qui ont besoin de OBM ou d'autres titres. Donc D'autres tips, ouais. ouais, c'est ça. Après, ça dépend dans quel secteur on se spécialise, mais c'est sûr qu'il y a plein de places et allez-y. Merci Alexia pour cette belle phrase de fin. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Je vous rappelle qu'il y a une playlist d'ailleurs de parcours d'OBM si vous avez envie d'explorer le parcours d'autres profils. Aujourd'hui, on avait Alexia qui était déjà lancée, mais je pense à des personnes comme Cindy qui n'était pas du tout lancée auparavant, comme Anne-Caroline. Voilà, je vous laisse explorer la playlist parcours d'OBM si vous avez envie de découvrir encore d'autres perspectives sur ce métier. Et puis si vous souhaitez savoir si le métier d'Online Best Manager est fait pour vous, parce que comme on l'a vu avec Alexia, parfois, ben, on ne sait pas, on explore des choses et puis on ne sait pas forcément sous quelle étiquette se mettre, etc. J'ai créé un espace Notion d'exploration du métier avec des questions clés, donc tu pourras te poser, explorer, répondre à des questions, voir en quoi cette question dit que tu es une bonne OBM
potentiel ou pas. Et si tu veux le faire, le remplir, je t'invite à te rendre tout de suite dans la description. Le lien t'attendra. C'est 100% gratuit. Merci à toi et à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!